Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Madame Annick Le Guerrer. Bonjour. Bonjour. Alors, Madame Le Guerrer, vous êtes docteur en université, anthropologue, philosophe, chercheur et spécialiste de l'odorat. Vous avez beaucoup d'ouvrages à votre actif. Euh, vous avez également été commissaire scientifique de nombreuses expositions sur le parfum. Vous étiez membre du comité scientifique de l'Osmothèque. Je ne sais pas si vous l'êtes encore. Je suis toujours. Vous êtes toujours membre. Donc, un long CV à votre actif. Et aujourd'hui, vous avez accepté de venir parler avec moi de l'odeur, de son importance. Déjà, l'odeur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'odeur? Comment on peut la définir et est-ce qu'on peut la définir? C'est très très difficile de définir une odeur. On parle plutôt de sensation olfactive. Lorsque vous respirez, il y a des molécules odorantes qui pénètrent en vous et ces molécules odorantes sont évidemment traitées par notre cerveau d'une façon particulière, hein. Et on sait que l'odorat est lié à la partie la plus ancienne du cerveau, ce qui fait que ce sens a longtemps été considéré comme primitif, animal, il est très lié à la sexualité, ce qui fait que les travaux sur l'odorat et les odeurs ont été pendant très longtemps un peu mis de côté par les scientifiques qui préféraient s'intéresser à des sens qu'ils considéraient comme beaucoup plus nobles, des sens de la connaissance, qui passaient pour des sens de la connaissance comme la vue, comme l'ouïe, et l'odorat, jusqu'à ce que j'entreprenne ma thèse et que je la soutienne en 1988, était considéré comme un sens inférieur. J'ai fait partie des premiers chercheurs à montrer que l'odorat était loin d'être un sens inférieur, qu'il était très important dans la communication, dans la mémoire, dans l'imagination et aujourd'hui dans la thérapeutique. Et aujourd'hui, l'odorat est complètement réhabilité. Mais lorsque j'ai commencé à travailler sur l'odorat et les odeurs, c'était un sujet qui était un peu tabou. Il valait mieux travailler sur la vue, sur l'ouïe, sur Descartes, sur des sens rationnels et pas sur un sens qui passait pour animal, vous voyez. Et vous assistez aujourd'hui à une complète réhabilitation de l'odorat qui intéresse beaucoup les scientifiques. On le connaît beaucoup mieux depuis quelques années parce qu'avant il n'était pas étudié, alors on risquait pas d'en savoir plus. Et les odeurs recommencent à rentrer dans les hôpitaux pour soigner les malades. On se sert des odeurs et des parfums pour apaiser les malades, pour leur redonner le sommeil, pour leur redonner l'appétit, pour soigner certaines maladies de peau, pour stopper la maladie d'Alzheimer. Donc vous voyez, il y a une complète réhabilitation de l'odorat. Depuis 1988, j'ai assisté à une évolution considérable de l'intérêt pour l'odorat. Il y a beaucoup d'expositions, de thèses sur l'odorat et les odeurs, alors que lorsque j'ai commencé mes travaux sur l'odorat, les odeurs et le parfum, ce n'était pas du tout le cas. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Tout à fait, tout à fait. Donc, moi, ce que j'ai entendu aussi, c'est la réhabilitation de l'importance des odeurs et du sens olfactif, bah, comme vous l'avez cité dans les milieux hospitaliers. Et Ouais. comment ça marche? Est-ce qu'on sait aujourd'hui comment marche la possibilité de réhabilitation ou de rééquilibrage de la santé par le biais des odeurs? Est-ce qu'on a plus d'informations à ce niveau-là? Il y a plus d'informations parce que lorsque vous sentez un parfum, lorsque vous sentez une odeur, il a un impact sur le cerveau émotionnel, sur le centre des émotions qui sont dans le cerveau, sur le centre de la mémoire qui est dans le cerveau.
Et donc, évidemment, quand vous faites respirer à des gens qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer des odeurs qui leur disent quelque chose, le souvenir rejaillit. De la même façon, les polytraumatisés de l'hôpital de Garches qui ont été dans le coma et qui ont perdu l'usage des mots depuis déjà plusieurs décennies, on leur fait sentir des odeurs. Certaines odeurs réveillent des souvenirs et en réveillant une émotion et un souvenir, le polytraumatisé retrouve le mot. Voyez, on leur fait sentir par exemple une odeur de sapin et ça éveille une émotion, un souvenir et la personne dira sapin alors qu'elle avait complètement oublié le mot. Vous voyez combien les odeurs sont importantes. Elles peuvent réveiller des souvenirs, des émotions et des mots qui sont liés à ces émotions et ces souvenirs. D'où l'intérêt des odeurs et des parfums dans la maladie d'Alzheimer. On se sert beaucoup des odeurs dans la maladie d'Alzheimer aujourd'hui. De même, dans les prisons, il y avait eu des expériences qui avaient été faites pour resocialiser les prisonniers qui se plaignent justement de l'odeur insupportable des prisons, parce que dans les prisons, vous sentez plus du tout la nature. Vous sentez pas l'odeur de la mer, l'odeur des forêts, vous sentez que des odeurs de renfermés. Les prisonniers disent que ce sont des odeurs de mort. Et une ergothérapeute qui s'appelle Marie-Thérèse Ernaud avait eu l'idée, euh, pour les prisonniers qui supportaient mal d'être privés des odeurs de l'extérieur et qui présentaient un grand mal-être, de leur faire sentir des odeurs variées qu'on ne sent pas dans les prisons. Évidemment, c'était des odeurs qui étaient reconstituées chimiquement, les odeurs de la mer, les odeurs de la forêt, les odeurs des sapins, du feu de bois. Bon. Mais ça les apaisait, ça leur ouvrait sur l'extérieur, ça leur ouvrait des fenêtres olfactives, vous voyez, et donc ça les apaisait, ils étaient plus calmes, plus sociables, et dans les prisons, justement, cette utilisation de l'odorat, des odeurs et des parfums est très intéressante. Le seul hic, si je puis dire, c'est que les prisons manquent de moyens. Il faut un petit peu d'argent pour acheter des parfums, des odeurs, euh, faire venir des ergothérapeutes, mais c'est une idée excellente pour apaiser les prisonniers. Donc vous voyez combien le sens olfactif est à nouveau pris en compte dans notre vie aujourd'hui. De même, il y a une expérience qui a été faite dans une ville française il n'y a pas très longtemps pour permettre aux aveugles de trouver tout de suite leur bon bus et pas se tromper de bus, d'odoriser chaque bus différemment. Parce que lorsque l'aveugle arrive devant le bus, il sent une odeur particulière, il sait que c'est le bus qu'il doit prendre, vous voyez. Donc, vous voyez combien les odeurs peuvent être utiles pour nous diriger dans la vie, pour communiquer avec autrui. C'est extrêmement important. On sait aujourd'hui que les parfums commencent à rentrer dans les salles d'opération pour permettre de réduire la quantité d'anesthésiques. Parce que les malades, en sentant des parfums, leur attention est détournée et on n'est pas obligé de euh, de les insensibiliser avec autant d'anesthésiques. C'est intéressant aussi comme démarche. Donc les parfums, les odeurs, l'odorat sont en vedette aujourd'hui. Et qu'en est-il quand une personne souffre de perte d'odorat partielle ou totale, c'est-à-dire anosmie ou hyposmie?
Comment Ben, ça se passe au niveau et, organique et interprétation? eh bien, ça commence seulement à être pris en compte par les médecins, parce qu'avant, les médecins considéraient que la vie du patient n'était pas en danger, ce qui n'était pas tout à fait vrai, parce que les anosmiques, les personnes qui perdent complètement l'odorat, ont tendance à se retrancher de la société, et même certains vont jusqu'au suicide. Donc, la vie humaine peut être en danger quand on perd l'odorat, parce que l'odorat nous met en contact direct avec le monde. Quand vous pouvez plus sentir l'odeur de votre bébé, de votre compagnon, les odeurs des aliments que vous mangez, les odeurs de votre jardin, il y a toute une partie du monde, de la vie qui s'écroule, d'où les dépressions très fréquentes que présentent les anosmiques. Et donc, c'est grave. Et il y a un hôpital, l'hôpital de la Riboisière, qui a ouvert il y a déjà plusieurs décennies, ça a été le premier à le faire, un service pour soigner les maux olfactifs, les maladies de l'odorat, cacosmie, hyperosmie et anosmie. Mais évidemment, ce sont des maladies compliquées, difficiles, et l'anosmie, quand c'est dû à un accident et que vous perdez des neurones olfactifs, on ne peut pas faire grand-chose, vous voyez. Quand c'est dû à des troubles psychologiques, mais qu'il n'y a pas de lésion, on peut retrouver l'odorat en respirant des huiles essentielles, en rééduquant son odorat. Les personnes qui ont été atteintes du Covid et qui ont perdu l'odorat, en général, elles ont retrouvé l'odorat en rééduquant leur odorat. Mais la perte de l'odorat, c'est toujours un malheur, hein, c'est pas une chose anodine. Quand vous dites rééduquer l'odorat, comment ça marche? C'est par le biais de techniques d'olfactothérapie, donc tout ce réapprentissage des odeurs. Parce que finalement, quand on perd l'odorat, on perd aussi la sensorialité de nos émotions. C'est un peu ça. Là, on perd une grande partie de nos capacités émotionnelles parce que l'odorat est très lié aux zones du cerveau qui sont impliquées dans les émotions et c'est en effet très important d'avoir un odorat en bonne santé. Mais on peut rééduquer son odorat tout seul, tous les jours, en s'astreignant de respirer des huiles essentielles, de voir si on reconnaît telle ou telle huile essentielle, de répéter l'exercice tous les jours. On n'a pas besoin de faire appel à un ergothérapeute, il suffit d'acheter quelques huiles essentielles et de tous les jours les sentir, de voir si on progresse, si on arrive à reconnaître telle ou telle huile essentielle. Vous voyez, ça peut se faire chez soi tout seul. Évidemment, avoir l'aide d'un ergothérapeute, c'est appréciable parce que la personne peut vous guider, vous soutenir dans vos efforts. Et par rapport justement à ces odorats, il y a des odeurs qui sont, on va dire, nocives ou qui peuvent être désagréables, plutôt désagréables pour chacun d'entre nous. Il y a des odeurs qui sont répulsives, il y a des odeurs qui sont attractives. Comment ça se passe? Alors, d'une façon générale, les odeurs qui sont répulsives, ce sont les odeurs qui sont liées au pourri, à la putritude, à la mort. Et les odeurs attractives, d'une façon générale, c'est celles qui sont liées au sucré, aux fleurs. Et très tôt, le nourrisson va tourner sa tête quand on lui fait sentir une odeur de vanille, par exemple. Il tournera sa tête vers l'odeur de vanille et on comprend que ça lui plaît, alors qu'il se rétractera si vous lui présentez une odeur de pourri. Alors il y a évidemment des exceptions, les odeurs de fromage, l'odeur de l'époisse ou du camembert
sont des odeurs qui ont un côté putride. Mais dans le cas d'un repas, ça passe. Évidemment, il est déconseillé de garder un camembert dans sa chambre à coucher. Vous voyez, là, le contexte du repas fait que cette odeur de pourri n'est pas jugée désagréable. Mais dans un contexte amoureux, il vaut mieux éloigner le camembert ou le pont-l'évêque ou les poisses. Mais d'une façon générale, les odeurs putrides sont considérées comme négatives parce que c'est des odeurs qui sont du côté de la mort, de la décomposition du cadavre. Et ça nous rappelle que nous, pauvres humains, nous, nous sommes amenés à disparaître. En fait, le cerveau fait la différence de ces deux informations, une odeur de vie, une odeur, on va dire, agréable et une odeur de mort, c'est ça? Bien sûr. Les odeurs de vie, c'est celles, comme je vous le disais, des fleurs, des fruits. Ça, c'est les odeurs de vie. Et être justement mais dans la répulsion ou dans le rejet de certaines odeurs dites de vie, est-ce que ça a une influence? Est-ce que ça explique une influence émotionnelle, un traumatisme émotionnel ou un détachement à quelque chose? Par exemple, quelqu'un qui ne va pas aimer telle odeur de fleur, on va prendre l'exemple de la lavande. Il y a des personnes qui n'aiment pas et qui ne supportent pas non plus l'odeur de la lavande. Est-ce que ça veut dire que quelque part, au niveau émotionnel, il y a un décalage ou un traumatisme peut-être? Mais vous savez, ne pas aimer l'odeur de la lavande, ça peut être lié à un souvenir douloureux. Si vous allez voir votre grand-mère que vous aimez beaucoup à l'hôpital et qu'elle est en fin de vie et qu'elle porte une eau de toilette à la lavande, vous n'allez pas courir chez le parfumeur acheter de l'eau de Cologne à la lavande, hein, parce que c'est lié là encore à un souvenir qui est du côté de la fin de vie, de la mort. Mais euh, les personnes qui n'aiment pas telle ou telle odeur de fleurs, il faut voir à quel souvenir elles relient cette odeur. Ça, c'est très important. Et en complément, on peut voir aussi qu'il y a ce qu'on appelle des odeurs de sainteté, hein, des saints qui se retrouvent aujourd'hui bon, dans certaines infrastructures, qui sont, voilà, ils vont dégager une odeur de rose, de jasmin. Ces odeurs, elles viennent d'où? Elles viennent de quoi? Alors, les odeurs de sainteté, c'est un vrai miracle, si l'on peut dire, parce que un corps émettre après sa mort de bonnes odeurs, c'est quand même tout à fait étonnant. Il y a certaines personnes dites saintes qui, de leur vivant, dégageaient des odeurs florales, comme celles que vous citez, de rose, de jasmin, d'encens. L'encens, c'est une gomme aromatique, c'est pas une fleur. De leur vivant, certains saints ont exhalé ce genre d'odeur. Par exemple, le Padre Pio, dégageait de son vivant et après sa mort aussi ce genre d'odeur. Mais de son vivant, ces odeurs s'exhalaient de stigmates qu'il avait dans les mains, des plaies qu'il avait dans les mains et qui dégageaient des odeurs florales. C'est pour ça qu'il portait toujours des mitaines pour cacher ses stigmates. Et on a une photo du Padre Pio sans ses mitaines et on voit des plaies dans ses mains et de ces plaies s'exhalaient ces odeurs. Les personnes dites saintes exhalent le plus souvent ces très bonnes odeurs après leur mort. Et il faut justement soit déterrer le, le corps, soit sentir le corps quelques jours après la mort
pour faire ces observations sur ces odeurs très agréables, dites odeurs de sainteté, de sainteté. Ben, elles sont appelées odeurs de sainteté parce qu'elles apparaissent comme une offrande à Dieu. Le saint de son vivant et après sa mort dégage de bonnes odeurs qui sont la manifestation de sa sainteté, parce que c'est tout à fait improbable de dégager de bonnes odeurs après la mort. Pourquoi? Parce que notre corps se putréfie et on dégage des odeurs putrides. Alors pourquoi est-ce que ces personnes dites saintes dégagent de bonnes odeurs? C'est parce que justement, on a pu le constater par exemple sur Sainte Thérèse d'Avila, le corps du défunt n'était pas putréfié, le sang n'était pas putréfié. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Il y a beaucoup de saints dont le sang ne s'est pas putréfié après la mort, Didouine de Skedam, euh, le Libanais Maklouf aussi, euh, beaucoup d'autres saints aussi, Saint Benoît, et qui dégageaient de bonnes odeurs. Et des études médicales ont été faites par un certain docteur Larcher qui avait observé que le sang de ces personnes n'était pas putréfié. Alors pourquoi est-ce que le sang ne se putréfie-t-il pas? C'est parce que, selon cette thèse, la vie de la personne dite sainte est soumise au jeûne, à la prière. Donc, la formule sanguine peut être affectée justement par le régime végétarien, par la prière, par une sorte d'élévation d'esprit qui introduit des bouleversements euh, dans la formule sanguine. Ça, c'est la thèse du docteur Larcher. Ça correspondrait à dire que finalement nous dégageons, nous émanons les odeurs de ce que nous mangeons. C'est un peu ça. De ce que nous mangeons, mais il ne suffit pas d'être végétarien pour être en odeur de sainteté, hein. Il faut avoir aussi une ascèse, il faut se soumettre à une discipline de l'esprit et du corps très importante, hein. Et il n'y a pas que le jeûne ou le régime végétarien qui peuvent introduire des bouleversements de la formule sanguine. Il y a aussi cette ascèse qui a des effets sur la formule sanguine, d'après le docteur Larcher, oui. Et qu'en est-il des personnes qui n'émanent pas ou peu d'odeur? On peut le croiser aujourd'hui. Euh, voilà, il y a des personnes qui ont très peu d'émanations corporelles. Qu'en est-il de leur synthèse, de leur chimie propre? Alors déjà, nous avons tous une odeur corporelle différente. Ça dépend de notre sexe, de notre âge, de notre activité, de notre alimentation et surtout, ça dépend de nos gènes. L'odeur, comme la voix, c'est un signe d'identité. C'est pour ça que la police scientifique s'intéresse aux odeurs laissées par les criminels. C'est un signe distinctif. Vous n'avez pas la même odeur que moi. On a tous une odeur différente. Alors, certaines personnes ont des odeurs plus puissantes en fonction justement des critères que je viens de vous définir, ses gènes, son activité, son âge, son sexe, vous voyez, ça joue beaucoup. Et évidemment, lorsqu'on transpire, notre odeur se répand davantage, mais l'odeur est liée à tous ces facteurs que je viens de décliner.
au cours de l'histoire, l'odeur a toujours eu son importance. Il y a des périodes où on essayait de masquer les odeurs, comme d'autres périodes où on les mettait peut-être plus en avant. Euh, Comment est-ce que ces perceptions de l'odeur ont évolué au cours de nos siècles pour en arriver là où elles en sont aujourd'hui? Alors, En quelques mots. oui, alors les odeurs, selon les époques, les odeurs corporelles selon les époques ont les odeurs corporelles selon les siècles ont plus ou moins bien été tolérées. Aujourd'hui, on est dans une société où les odeurs corporelles sont chassées. On utilise des déodorants, des gels douche parfumés. On ne doit pas répandre son odeur lorsqu'on vit en société. Il faut sentir le parfum, le gel douche, mais on nous demande de ne pas sentir notre propre odeur, sauf dans un contexte amoureux, où l'odeur corporelle joue un grand rôle dans l'attrait que l'on a pour tel ou tel être. Son odeur corporelle joue un grand rôle. Alors, selon les époques, les odeurs corporelles sont plus ou moins bien acceptées. À partir de 1348, lorsque les médecins de Paris demandent aux gens de ne plus se laver avec de l'eau et du savon, mais d'utiliser des vinaigres aromatiques pour se laver, ou ceux qui en ont les moyens des parfums, parce qu'ils pensent que l'eau est dangereuse pour la peau et qu'elle permet aux miasmes de pénétrer dans la peau et de contaminer les organes, les gens vont commencer à ne plus se laver parce qu'ils ont peur de l'eau. Il va falloir attendre le XVIIIe siècle pour que l'on recommence en France à se laver, vous voyez, avec de l'eau. Donc évidemment, à la cour du roi Soleil, les odeurs corporelles devaient être très fortes, même si les, les courtisans utilisaient beaucoup de parfums, les odeurs corporelles devaient être très très fortes. Louis XIV n'a pris que 2 bains dans sa vie, dont un qui a été interrompu, non pas parce qu'il était sale, mais parce que ses médecins lui défendaient de se laver, vous voyez. Alors il mettait des parfums sur ses vêtements, il en mettait sur ses mains, mais ça ne suffisait quand même pas à, à ôter toute odeur corporelle autour de lui. Alors aujourd'hui, on est dans une société où l'odeur corporelle, si vous dégagez des odeurs quand vous rentrez dans une pièce, on va considérer que vous êtes sale. Donc, on fait très attention à ne pas importuner autrui avec des odeurs corporelles. Mais ce qui est paradoxal, parce que comme je vous l'ai dit il y a 2, 3 minutes, notre odeur corporelle joue un rôle essentiel dans les relations amoureuses. Et la psychanalyste Françoise Dolto disait aux gens qui envisageaient de se marier ou de vivre ensemble, demandez-vous si vos odeurs s'accordent. Ce qui montre bien, vous voyez, l'importance de l'odeur dans la relation humaine. Et dans l'odeur, il y a aussi toute cette information olfactive, comme vous disiez plus tôt. Est-ce que dans l'odeur, est-ce que nos âmes, finalement, si on peut le dire ainsi, est-ce que nos âmes s'accordent? Donc, ça reste toujours de très belles interprétations. En tout cas, merci infiniment, Annick Le Guerrer, de votre intervention. Nous arrivons déjà au terme de notre échange. Merci beaucoup à vous de m'avoir interviewé, de m'avoir posé de bonnes questions. Merci encore et à bientôt peut-être. À très bientôt. Merci infiniment. Merci pour tout. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.